La semaine avant le mariage, ma maison sentait le fil et la poussière de craie. C'était une odeur familière? L'odeur de mon travail? De mes mains. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les vieilles fenêtres de mon petit atelier, illuminant des millions de particules de poussière qui dansaient dans l'air. Mes doigts, un peu raides à cause de l'arthrite naissante, guidaient l'aiguille avec une précision que des décennies de pratique avaient rendue instinctive. Le cliquetis régulier de l'aiguille contre mon dé à coudre était la seule musique dans la pièce. Sur mes genoux reposait le cadeau. Une grande couverture, un patchwork de souvenirs. Chaque carré de tissu racontait une histoire. Une histoire que seul moi connaissais. Il y avait un morceau de la première chemise d'Elias. Un coton bleu pâle usé par les lavages. Un autre venait du rideau de sa chambre d'enfant, avec de petits bateaux qui naviguaient sur une mer imaginaire. Je me souvenais de lui. Petit garçon, traçant les contours des voiles avec son doigt avant de s'endormir. Il y avait aussi un carré de velours côtelé marron, découpé dans son premier pantalon long, celui qu'il portait le jour de sa première rentrée scolaire, le visage grave et le cartable trop grand pour son dos. Je cousais non seulement du tissu, mais aussi du temps. Chaque point était une seconde, une minute, une heure passée à penser à lui. J'avais commencé ce projet 3 mois plus tôt, dès qu'ils avaient annoncé la date. Je voulais leur offrir quelque chose qui ne pouvait pas s'acheter. Quelque chose qui avait une âme. La mienne. Le motif était simple. Des carrés et des triangles arrangés dans une harmonie de bleu, de gris et de crème. Les couleurs qu'Elias avait toujours aimées. Des couleurs calmes, rassurantes. Mon regard s'est perdu un instant sur un carré de soie grise, au centre de la couverture. C'était un morceau de la robe que je portais au mariage de ma propre sœur. Il y a plus de 40 ans. Mon mari, Jean, était encore là. Il m'avait dit ce jour-là que j'étais la plus belle femme de la salle. Je pouvais presque sentir sa main sur ma taille, entendre son rire discret. Elias ne l'avait jamais vraiment connu. Jean était parti trop tôt, laissant un vide immense et un petit garçon de 5 ans qui posait des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Cette couverture, c'était aussi un lien avec ce passé. Un pont invisible entre le grand-père qu'il n'a pas eu et l'homme qu'il était devenu. Je voulais que Lorraine, sa future femme, comprenne. Qu'elle comprenne la profondeur de l'amour qui avait façonné cet homme qu'elle allait épouser. Le téléphone a vibré sur la petite table à côté de moi, me tirant de mes pensées. C'était lui. Mon cœur a fait un petit bond. Comme à chaque fois. J'ai décroché, essayant de ne pas paraître essoufflé. Maman? Sa voix était toujours la même. Chaleureuse. Un peu pressée. Elias? Mon chéri. Comment vas-tu? Tout se passe bien? Oui. Oui. Tout va bien. Un peu stressant. Tu imagines bien. Écoute. Je t'appelle pour un petit service. Un service. Bien sûr. J'ai posé mon ouvrage et me suis redressée. Dis-moi tout. C'est pour l'orchestre. Il y a un problème avec ma carte? Un plafond dépassé ou je ne sais quoi. Lorraine panique un peu. Est-ce que tu pourrais payer la compte? Je te rembourse dès que la situation est réglée. Promis. J'ai fermé les yeux. Le montant n'était pas mentionné. Mais je savais qu'il serait conséquent. Un orchestre pour un mariage dans un domaine viticole. Bien sûr. Mon chéri. Ne t'inquiète pas pour ça. Envoie-moi les informations par message. Oh. Merci maman. Tu me sauves la vie. Vraiment. Lorraine sera tellement soulagée. Il y a eu une courte pause.
Bon. Je dois te laisser. On a rendez-vous avec le traiteur. Je t'embrasse fort. Moi aussi. Elias. Je t'aime. Mais il avait déjà raccroché. Je suis restée assise un long moment. Le téléphone encore dans ma main. Ce n'était pas la première fois. Au fil des ans, il y avait eu les frais de scolarité pour son école de commerce, l'apport pour son premier appartement à Paris, le financement de sa première voiture. J'avais toujours trouvé une solution. Toujours dit oui sans hésiter. Je me suis levée et je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir du bas de ma commode, sous une pile de draps anciens qui sentaient la lavande. J'ai sorti une petite boîte en bois. À l'intérieur, sur un lit de velours noirci par le temps, il n'y avait rien. Juste la marque d'un objet qui avait été là pendant des années. L'alliance de Jean. Le souvenir est revenu. Clair et précis. C'était un matin de printemps. Il y a presque 15 ans. Elias venait d'être accepté dans cette prestigieuse école. La joie sur son visage était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Mais les frais de scolarité étaient astronomiques. J'avais fait mes comptes. Encore et encore. Il me manquait une somme importante. Le lendemain, j'avais pris le bus pour la ville voisine. Pour une bijouterie où personne ne me connaissait. J'avais l'impression de trahir quelque chose de sacré. La bague était lourde dans ma paume. L'homme derrière le comptoir, avec ses lunettes épaisses et son air indifférent, l'avait pesé sur une petite balance. Il avait marmonné un chiffre. C'était juste assez. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pensé à Elias, à son avenir, à toutes les portes que cet argent allait lui ouvrir. En sortant de la boutique, la main vide, je ne me sentais pas plus pauvre. Je me sentais plus légère. C'était le prix à payer. Un secret que je garderai toujours pour moi. Elias ne l'a jamais su. Pour lui, l'argent était simplement apparu, comme par magie. La magie d'une mère. J'ai refermé la boîte vide et l'ai remise à sa place. Le message d'Elias est arrivé, avec un numéro de compte et un montant qui m'a fait serrer les dents. J'ai allumé mon vieil ordinateur, me suis connecté à mon compte en banque et j'ai fait le virement. Le solde de mon compte épargne a dangereusement diminué. Peu importe. C'était pour son bonheur. 2 jours plus tard, Lorraine est passée. Elle a sonné à la porte. Un grand sourire sur son visage parfaitement maquillé. Elle portait une robe blanche très simple mais visiblement très chère. Et des sandales qui semblaient trop fragiles pour les pavés de mon allée. Marcel. J'espère que je ne vous dérange pas. Elle utilisait toujours le vouvoiement, créant une distance polie mais infranchissable. Pas du tout. Lorraine. Entre. Je t'en prie. Elle est entrée dans mon salon, ses yeux balayant rapidement la pièce. J'ai toujours eu l'impression qu'elle voyait non pas des meubles ou des souvenirs, mais de la poussière et du désordre. Mon univers, fait de piles de livres, de paniers de tissus et de photos jaunies, devait lui sembler chaotique. Je venais vous apporter le faire-part officiel. En main propre, dit-elle en me tendant une enveloppe cartonnée épaisse. Le papier était luxueux, avec leurs initiales gravées en lettres d'or. C'était froid. Impersonnel. C'est très gentil. Merci. Tu veux un café? Oh non. Je ne peux pas rester. Juste une minute. Son regard s'est posé sur la couverture, posé sur le fauteuil. Elle s'est approchée. A tendu une main manucurée pour toucher du bout des doigts le tissu. Vous travaillez toujours dessus? Je viens de le finir. Ai-je dit.
Avec une pointe de fierté dans la voix. Elle a pincé les lèvres, inclinant la tête sur le côté. C'était un regard d'expert, comme si elle évaluait une œuvre d'art dans une galerie. C'est très classique, a-t-elle finalement dit. Le mot est resté suspendu dans l'air. Classique. Ce n'était pas un compliment. Dans sa bouche, cela voulait dire démodé. Vieillot. Pas assez moderne? Pas assez chic pour leur nouvel appartement parisien? Pour leur nouvelle vie. J'ai senti une petite piqûre au cœur. Mais j'ai souri. C'est un travail d'amour? Ai-je simplement répondu. Bien sûr. C'est très généreux de votre part. Elle s'est détournée de la couverture. Son intérêt déjà évaporé. Elias m'a dit que vous aviez réglé le problème avec l'orchestre. C'est adorable. Nous étions dans une impasse. Elle a parlé de l'argent comme on parle de la météo. Un simple fait. Sans poids ni conséquence pour elle. L'important est que tout soit arrangé. Ai-je murmuré. Elle m'a fait un sourire éclatant. Exactement. Bon. Je dois vraiment filer. On se voit samedi. Ne soyez pas en retard. Elle m'a fait une bise sur la joue. Son parfum cher flottant autour d'elle. Puis elle est repartie. Laissant derrière elle un silence assourdissant. Je suis restée immobile au milieu de mon salon. La maison me semblait soudain plus vieille. Plus sombre. J'ai regardé la couverture. Ce qui était, quelques minutes plus tôt, une source de fierté, me paraissait maintenant lourd. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que c'était juste une vieille chose démodée. Un vestige d'un monde qui n'existait plus. J'ai secoué la tête, chassant ses pensées. C'était pour Elias. Il comprendrait. Il avait toujours compris la valeur des choses faites à la main. Du moins, je l'espérais. Avec un soin infini, j'ai plié la couverture. Je l'ai enveloppée dans du papier de soie crème. Puis je l'ai glissée dans un grand sac cadeau que j'avais acheté pour l'occasion. J'ai noué les poignets avec un ruban de satin bordeaux. La couleur de leur mariage. Le cadeau était prêt. Mon amour. Plié en carré. Le jour du mariage. Le ciel était d'un bleu éclatant. Presque insolent. Un temps parfait. J'avais choisi ma tenue avec un soin méticuleux des semaines à l'avance, une robe bleu lavande. Simple mais élégante. Que j'avais moi-même ajustée pour qu'elle tombe parfaitement. Une petite broche en argent. Un héritage de ma mère. Était épinglée sur mon épaule. En me regardant dans le miroir, j'ai essayé de chasser la fatigue qui marquait mes traits. J'avais mal dormi. L'excitation et une anxiété sourde se livrant une bataille silencieuse dans mon esprit. Je voulais être parfaite. Pas pour moi. Mais pour Elias. Pour ne pas lui faire honte. J'avais calculé mon trajet pour arriver avec une marge confortable. Le domaine était à 1 heure de route. Sur des petites routes de campagne sinueuses qui traversaient les vignobles. Tout était sous contrôle. Mais la vie, souvent, se moque des plans les mieux préparés. À mi-chemin, sur une route isolée bordée de platanes, j'ai senti une secousse. Le volant a commencé à vibrer violemment entre mes mains. Un pneu. Un pneu crevé. Mon Dieu. J'ai réussi à garer ma vieille voiture sur le bas-côté. Le cœur battant à tout rompre. Il n'y avait personne. Juste le chant des cigales et le soleil qui tapait sur le toit. J'ai ouvert le coffre, cherchant la roue de secours. Mes mains tremblantes et maladroites. Changer un pneu. Je l'avais fait 1 ou 2 fois dans ma vie. Il y a très longtemps. Avec Jean qui me guidait. Seul. Sous cette chaleur écrasante.
Dans ma belle robe. Je me sentais complètement démunie. Le temps filait. Chaque minute qui passait était une minute de retard supplémentaire. Après plusieurs tentatives infructueuses pour desserrer les boulons rouillés, j'ai abandonné. Le front en sueur et les mains noires de cambouis. J'ai sorti mon téléphone. Le réseau était faible. J'ai essayé d'appeler Elias. Pas de réponse. J'ai essayé à nouveau. Directement sur la messagerie. Bien sûr. Il était occupé. C'était le jour de son mariage. Je ne pouvais pas le déranger avec un problème aussi trivial. J'ai finalement réussi à joindre une assistance dépannage. La voix à l'autre bout du fil m'a annoncé une attente d'au moins 45 minutes. Je me suis assise sur le siège passager. La portière ouverte. Et j'ai attendu. Le silence était pesant. Je me sentais terriblement seule. Quand le dépanneur est enfin arrivé, le soleil avait commencé sa lente descente vers l'horizon. Il a changé la roue avec une efficacité tranquille. Puis je suis repartie. Conduisant bien plus vite que d'habitude. Le sac cadeau contenant la couverture précieusement posée sur le siège à côté de moi. Quand je suis arrivée au domaine, la lumière était dorée et douce. La fête avait manifestement déjà commencé. Des voitures de luxe étaient garées le long d'une allée de gravier blanc. Je me suis garée le plus loin possible. Presque cachée derrière une rangée de cyprès. J'ai lissé ma robe. Maintenant froissée. Et j'ai tenté d'essuyer une petite tache de graisse sur ma main. J'étais en retard. Décoiffée et stressée. Pas l'image de la mère du marié que j'avais espéré. Des éclats de rire provenaient d'une cour intérieure. Un son clair et joyeux. Je ne voulais pas faire une entrée remarquée par la grande porte. L'idée de traverser une foule de visages inconnus me paralysait. J'ai donc suivi un petit chemin qui longeait le bâtiment principal. Espérant trouver une entrée plus discrète. Le son m'a guidée. Je me suis arrêtée derrière une haie de buis parfaitement taillée qui bordait la terrasse. Un petit groupe était rassemblé près d'un brasero. Des coupes de champagne scintillaient. Je pouvais voir Lorraine, radieuse dans sa robe de mariée. Sa mère, Patricia, se tenait à côté d'elle. Et Elias, mon fils. Il était si beau dans son costume gris. Puis, j'ai entendu la voix de Lorraine, claire et un peu trop forte. Dieu merci. Elle n'est pas encore là. L'atmosphère est tellement plus légère. Quelqu'un a ri. Une femme que je ne connaissais pas a demandé de qui elle parlait. De Marcel, a répondu Patricia. La mère de Lorraine? Avec un soupir théâtral. Ma nouvelle belle-mère. Le groupe a ri de nouveau. Un rire complice. Elle est gentille. Attention. A ajouté Lorraine. Comme pour atténuer sa cruauté. Mais elle est tellement pesante. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours cette énergie un peu triste. D'autres rires. Des verres qui trinquent. J'étais pétrifiée. Chaque mot était une pierre jetée dans le silence de ma cachette. J'ai cherché le regard d'Elias. Il était là. Juste à côté d'elle. Il souriait. Il n'a pas prononcé mon nom. Il n'a pas pris ma défense. Il a juste souri. S'est penché pour embrasser la tempe de sa femme et a levé sa coupe en signe d'approbation silencieuse. Le monde s'est arrêté. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Je suis restée là. Invisible. Écoutant mon propre fils participer par son silence à mon effacement. Mes doigts se sont crispés sur les poignées du sac cadeau jusqu'à ce que mes articulations me fassent mal. La couverture à l'intérieur, si lourde de sens quelques heures plus tôt, me semblait maintenant être une blague cruelle. Une offrande ridicule. Le vent a tourné.
soulevant le coin de mon châle et portant leur voix encore plus clairement jusqu'à mes oreilles. Je me suis reculée, pas à pas, en faisant attention de ne pas faire crisser le gravier sous mes talons. J'ai marché à reculons jusqu'au parking désert, le cœur en miettes. Il y avait un banc en pierre près des cyprès. Je m'y suis assise. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. La musique lointaine, les applaudissements, les bribes de discours portés par la brise. Tout me parvenait comme à travers un brouillard épais. Finalement, je me suis levée. Mais je ne suis pas repartie. Une force étrange. Une sorte de besoin masochiste de voir jusqu'où irait cette mise à l'écart m'a poussée à continuer. J'ai trouvé une porte de service près des cuisines. Le personnel affairé m'a à peine jeté un regard. Mes talons claquaient doucement sur le carrelage alors que je traversais un couloir qui sentait le café et le détergent. Je suis arrivée dans la grande salle de réception. Des touches dorées, des bougies flottantes, une opulence qui me semblait soudain obscène. Le rire des invités se répercutait sur les hauts plafonds. Mon premier réflexe a été de chercher ma place. Il y avait une douzaine de tables rondes, magnifiquement dressées autour d'une piste de danse. J'ai fait le tour de la salle, lentement, lisant les petits cartons pliés posés à côté de chaque assiette. Dupont, Martin, Dubois. Je cherchais mon nom. Marcel Rowan. Ou même, simplement, mère du marié. Il n'y avait rien. Aucune place ne m'avait été réservée. Je n'ai demandé d'aide à personne. La honte m'aurait étouffée. J'ai repéré une chaise vide, isolée contre un mur, à côté d'une colonne de pierre drapée de lierre et de guirlandes lumineuses. Je m'y suis assise, posant le lourd sac cadeau sur mes genoux, mes deux mains dessus comme pour protéger quelque chose de fragile. Peut-être mon dernier lambeau de dignité. Peu après le début du repas, ils ont projeté un diaporama. Des photos d'enfance. Des pièces de théâtre de l'école. Des vacances à la mer. L'enfance de Lorraine occupait la moitié de l'écran. Ses parents, souriants, devant des chalets de ski et des maisons au bord d'un lac. J'attendais de voir les photos que j'avais envoyées à Elias. Lui, avec sa dent de lait en moins. Lui, brandissant fièrement un trophée de dictée. Lui, endormi sur mon épaule dans un bus. Aucune n'est apparue. J'ai regardé attentivement. Chaque photo où j'aurais dû être avait été recadrée. J'ai reconnu le pull que je portais à son 10e anniversaire. Mais mon visage était coupé. Sur une autre, prise le jour de sa remise de diplôme, on pouvait apercevoir mon coude dans un coin de l'image, rapidement remplacé par une diapositive de transition avec des fleurs et une fanfare de trompette. La salle a applaudi à la fin. J'ai applaudi aussi. Une ou deux fois. Le son de mes paumes se perdant dans le bruit général. Puis les discours ont commencé. Patricia, la mère de Lorraine, a essuyé une larme feinte en parlant de sa merveilleuse fille. Puis Elias s'est levé. Sa voix était chaude et assurée. Il a remercié tous ceux qui nous ont aidés à devenir qui nous sommes aujourd'hui. Son regard a balayé la salle. Pas une seule fois il ne s'est tourné dans ma direction. La première danse a suivi. Elias a fait tournoyer Lorraine avec une tendresse étudiée. Puis il a dansé avec Patricia. Une valse lente et bien répétée. Tout le monde souriait. Personne n'est venu vers ma chaise. Pas un mot. Pas même un regard. J'étais devenu un fantôme à la noce de mon propre fils. Mais je suis restée. Je suis restée parce que je devais voir. Je devais comprendre à quel point ils étaient capables d'aller loin sans moi. Je devais mesurer l'étendue du vide qu'ils avaient creusé autour de moi.
pour être sûre de ne jamais essayer de le combler à nouveau. Assise seule dans le fond de cette salle scintillante, regardant un diaporama qui m'avait effacé, entourée de fleurs que j'avais en partie payées et de visages qui ne me reconnaissaient pas, je me suis posé une question. Peut-être que je voulais un merci. Ou un regard. Ou simplement que mon nom soit prononcé à voix haute. Juste une fois. La musique a changé. Les gens se sont levés pour danser. Personne ne m'a invité. Un couple est venu s'asseoir sur les chaises à côté de la mienne pour se reposer un instant. Ils m'ont souri poliment. Ils ne m'ont pas demandé qui j'étais. Et je n'ai rien dit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. En rentrant chez moi, la maison m'a paru immense et vide, chaque pièce faisant écho à un silence hostile. J'ai enlevé ma robe bleu lavande. Je l'ai suspendue avec soin dans l'armoire. Comme si de rien n'était. Comme si je revenais d'une soirée agréable. Le geste était automatique. Une tentative dérisoire de maintenir une apparence de normalité. J'ai laissé le sac cadeau sur la petite table de l'entrée. Il était là. Massif et silencieux. Un monument à mon amour inutile. J'ai attendu. Je me suis assise dans le fauteuil du salon. Dans le noir. Et j'ai regardé mon téléphone posé sur la table basse. Je me disais que peut-être, juste peut-être, quelqu'un appellerait. Elias. Peut-être. Après la fête. Réalisant soudainement mon absence. Ou même Lorraine. Avec une excuse polie. Un mensonge bien formulé. Un message. Même un tout petit message. Nous espérons que vous êtes bien rentrés. N'importe quoi. Mais le téléphone est resté sombre et muet. Les heures se sont écoulées. Longues et lourdes. Le seul bruit était le tic-tac de la vieille horloge de ma grand-mère. Chaque seconde martelant ma solitude. Le soleil s'est levé sur une nouvelle journée. Une journée où j'étais officiellement la mère invisible d'un homme marié. Dans la matinée, les premières photos du mariage sont apparues en ligne. La mère de Lorraine, Patricia, avait déjà publié un album sur sa page Facebook intitulé « Un jour parfait ». Notre famille s'agrandit. Le titre lui-même était une exclusion. Il y avait plus de 200 photos. Lorraine en dentelle. Elias dans son costume gris impeccable. Le domaine baignant dans la lumière du couchant. Des invités riant. Dansant. Trinquant. J'ai fait défiler les images lentement. Méthodiquement. Au début, je me cherchais. Une silhouette floue à l'arrière-plan. Un visage dans la foule. Puis, j'ai regardé de plus près. Les photos de groupe. Les plans larges. Le moment de la découpe du gâteau. Je n'étais sur aucune d'entre elles. Pas une seule. Il y avait une photo. Prise de loin. Où je pouvais vaguement distinguer la forme de mon épaule et la broche en argent que je portais. Mais même cette infime preuve de ma présence était coupée par une plante verte stratégiquement placée sur une table. J'ai fermé l'ordinateur. Le clic de la souris a résonné dans la pièce silencieuse. Je me sentais nauséeuse. Ce n'était pas un oubli. C'était une suppression délibérée. Un acte de curation sociale où j'étais l'élément indésirable qui avait été soigneusement retiré du cadre. Vers midi. J'ai rassemblé le peu de courage qu'il me restait et j'ai appelé Elias. La sonnerie a retenti 4 fois. 4 longues sonneries angoissantes. Avant de basculer sur sa messagerie vocale. Sa voix, enjouée et préenregistrée, m'a invité à laisser un message. Je n'ai rien dit. J'ai raccroché. Que pouvais-je dire? Comment pouvais-je demander à être reconnue sans avoir l'air désespérée ou folle? Comment formuler la question, pourquoi m'as-tu effacée?
Je suis allée dans la cuisine et j'ai ouvert le tiroir où je gardais les choses sans place définie. Les vieilles factures. Les modes d'emploi. Les souvenirs sans importance. J'y ai retrouvé le carton d'invitation au mariage. Celui que Lorraine m'avait remis en main propre. À l'intérieur, il y avait la petite carte réponse. Le RSVP. Que je n'avais jamais renvoyé. Je l'ai sorti de son enveloppe. Je l'ai lissé sur le comptoir. Puis, je l'ai remise à l'intérieur et j'ai soigneusement scellé le rabat. Avec un morceau de ruban adhésif transparent, j'ai renforcé la fermeture. Ce n'était pas un acte de colère. C'était un point final. Un acte de clôture. J'ai remis l'enveloppe scellée dans le tiroir, parmi les vieux patrons de couture que je n'utilisais plus. J'ai éteint la lumière de la cuisine et j'ai mis de l'eau à bouillir pour un café. Cet après-midi-là, j'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et, pour la première fois depuis des semaines, je me suis assise sans vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Le monde extérieur continuait de tourner, mais le mien s'était arrêté. Les jours suivants, j'ai commencé une nouvelle routine. Je me suis mise à marcher tous les matins, très tôt, avant que la chaleur de l'été ne s'installe. Je suivais le même chemin, la petite rue qui passe devant l'ancienne poste, puis l'église aux volets blancs écaillés, et enfin le sentier qui longeait un petit ruisseau. Au début, mes articulations protestaient. La douleur était vive, mais je l'ai accueillie. C'était une sensation physique, réelle, qui me distrayait de la douleur invisible qui rongeait mon cœur. C'était une conversation avec mon propre corps, une façon pour lui de me rappeler que j'étais toujours là, que j'existais, même si personne ne semblait le remarquer. En rentrant, je me préparais un café noir. Fort. Brûlant. Sans sucre. Je le buvais sur le petit porche arrière, emmitouflé dans la couverture même que j'avais destinée à leur mariage. Le sac cadeau trônait toujours près de la porte d'entrée. Je n'avais pas encore décidé quoi en faire. C'était un objet étrange. À la fois un trésor et un fardeau. Au début, je prenais encore mon téléphone par réflexe. Mon pouce glissait automatiquement vers l'icône des réseaux sociaux. Je regardais si Elias ou Lorraine avaient posté quelque chose de nouveau. Des photos de leur lune de miel ? Sans doute. Puis, j'ai arrêté. Pas par colère, mais par pur épuisement. Le silence, finalement, me semblait plus propre, moins douloureux que ces images d'un bonheur dont j'étais exclue. Je n'ai envoyé aucun message. Je n'ai commenté aucune de leurs publications. J'ai laissé ma ligne téléphonique silencieuse. J'attendais de voir combien de temps il leur faudrait pour remarquer que la communication ne venait plus que d'un seul côté. Le deuxième jeudi après le mariage, en revenant de ma marche, je suis passée devant la maison des associations, le centre communautaire du village. Une affiche était collée sur la fenêtre. Atelier de couture. Débutant bienvenue. Je me suis arrêtée. Le mot « couture » a résonné en moi. C'était mon langage. Mon refuge. J'ai arraché l'une des petites languettes en papier avec le numéro de téléphone. J'ai appelé le lendemain. Je me suis inscrite. Ma voix était un peu hésitante. Donner mon nom et mon prénom me semblait étrange. Comme si je jouais un rôle. La première séance a eu lieu le mardi suivant. C'était un petit groupe. 4 femmes. Un homme à la retraite. Et une très jeune fille. Pas plus de 20 ans. Qui a expliqué timidement qu'elle voulait apprendre à vraiment coudre. Pas des trucs pour TikTok. Je suis arrivée avec ma propre trousse. Mes ciseaux fétiches. Mes aiguilles et le dé à coudre en argent que ma mère m'avait donné.
L'animatrice, une femme nommée Isabelle, nous a accueillis avec un grand sourire. Elle nous a demandé de nous présenter. Quand mon tour est venu, j'ai hésité une fraction de seconde. Pendant des années, dans des situations similaires, j'aurais dit, je m'appelle Marcel. Et je suis la mère d'Elias. C'était mon identité principale. Cette fois, j'ai pris une profonde inspiration. Je m'appelle Marcel Rowan. Juste ça. Pas de titre. Pas de lien de parenté. Marcel Rowan. La phrase était courte, simple. Mais en la prononçant, j'ai eu l'impression de reprendre possession de quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Nous avons travaillé sur un projet simple, une pochette doublée. J'ai retrouvé mes gestes. Le plaisir du tissu qui glisse sous les doigts. Le ronronnement familier de la machine à coudre. Autour de moi, les autres membres du groupe discutaient tranquillement. Ils parlaient de leur jardin, d'une recette de gâteau, du dernier livre qu'ils avaient lu. Personne ne parlait de leurs enfants ou de leur mari. Sauf en passant. C'était rafraîchissant. À la fin de la séance, je suis restée pour aider Isabelle à ranger. Nous avons plié les tissus, balayé les chutes de fil. Elle m'a demandé depuis combien de temps je cousais. Je lui ai parlé de ma mère, de la première robe que j'avais faite pour ma poupée. Elle a écouté attentivement. Vous avez un vrai talent, Marcel, m'a-t-elle dit. Vos points sont parfaits. Accepteriez-vous de m'aider à animer une session la semaine prochaine? Sur les finitions? Peut-être. J'ai été surprise. On me demandait quelque chose pour mes compétences. Pas pour mon rôle de mère ou de pourvoyeuse de service. J'ai souri. Un vrai sourire. Le premier depuis des jours. Avec plaisir. Ce soir-là, en rentrant, j'ai cuisiné ce que j'aimais. Moi. Un gratin de légumes avec beaucoup de fromage. Quelque chose qu'Elias n'avait jamais vraiment apprécié. J'ai mangé devant une vieille comédie française à la télévision. Et j'ai laissé la vaisselle dans l'évier pour la nuit. Parce que je n'avais pas envie de la faire. C'était un petit acte de rébellion. Mais il me semblait immense. J'ai allumé une bougie sur la table du salon. Pas pour créer une ambiance pour quelqu'un d'autre. Juste pour moi. Parce que j'aimais la danse de la petite flamme dans la pénombre. Le téléphone est resté silencieux. Il ne s'était pas demandé où j'étais passé. Il ne semblait même pas avoir remarqué mon absence. Et chaque jour qui passait, ce silence me blessait un peu moins. Il commençait à ressembler à de la paix. Chaque jour, je me sentais un peu plus. Moi. Le temps passait avec une lenteur apaisante, rythmée par mes marches matinales et les sessions de couture du mardi. J'avais trouvé un nouvel équilibre. Fragile mais réel. La maison était toujours silencieuse. Mais ce n'était plus un silence d'attente. C'était un silence habité. Rempli par le bruit de mes ciseaux coupant le tissu. Par la musique classique que je laissais jouer doucement à la radio. Le sac cadeau près de la porte avait finalement trouvé une autre destination. Un jour, sans trop réfléchir, je l'ai ouvert. J'ai sorti la couverture et je l'ai drapée sur le dossier de mon fauteuil. Elle était là. Belle et chaude. Et elle était à moi. Je me suis investie dans l'atelier de couture. Isabelle m'a rapidement donné plus de responsabilités. Je montrais aux débutants comment enfiler une aiguille. Comment faire un ourlet invisible. J'ai rencontré Hélène. Une femme de mon âge dont le mari était décédé l'année précédente. Nous nous sommes liés d'amitié autour d'une tasse de tisane après les cours. Elle me parlait de son deuil. De la difficulté de redéfinir sa vie quand on a passé 30 ans à être la femme de quelqu'un.
Je ne lui ai pas parlé en détail du mariage. Mais elle a compris. Sans que j'aie besoin de tout expliquer. Elle a vu la tristesse dans mes yeux et ne m'a pas posé de questions. Elle m'a juste dit un jour, parfois. Le plus difficile est de réapprendre à exister pour soi-même. Ces mots sont restés gravés en moi. Un après-midi. Alors que je désherbassais mes parterres de fleurs. Ma voisine. Madame Alperne. Une femme gentille mais incorrigiblement curieuse. S'est approchée de la clôture qui séparait nos jardins. Marcel. Vous avez vu la grande nouvelle? A-t-elle lancé? Son téléphone à la main. Je me suis redressée. Enlevant mes gants de jardinage. Quelle nouvelle? Elle a tourné son écran vers moi. Regardez. Lorraine a publié ça ce matin. Vous devez être sur un petit nuage. Grand-mère pour la première fois. Sur l'écran. Je voyais une photo d'Elias et Lorraine. Ils se tenaient devant une clôture blanche. Souriant. Tenant entre eux une minuscule paire de baskets blanches. La légende disait, aventure en approche. Arrivée prévue cet automne. Le message avait été posté il y a plusieurs heures. Il y avait déjà des centaines de « j'aime » et des dizaines de commentaires de félicitations. Félicitations aux futurs parents. Quelle merveilleuse nouvelle. Vous serez des parents formidables. Personne ne mentionnait la future grand-mère. Je n'avais pas été prévenue. Je n'avais pas été identifiée sur la publication. J'apprenais que j'allais devenir grand-mère par une voisine indiscrète. Par-dessus une clôture. Un froid glacial m'a envahi. Malgré le soleil chaud de juillet. J'ai réussi à esquisser un sourire. Oh. Oui. C'est merveilleux. Ai-je menti? Hochant la tête comme si j'étais au courant depuis longtemps. Nous sommes très heureux. Le « nous » m'a écorché la langue. Il n'y avait plus de « nous ». Madame Alperne a continué à bavarder. Mais je n'entendais plus ces mots. Je regardais la photo. Le sourire d'Elias. Il avait l'air heureux. Vraiment heureux. Et cette pensée, au lieu de me réconforter, m'a fait l'effet d'une trahison supplémentaire. Son bonheur pouvait donc exister si complètement sans moi. Cette nuit-là, le silence de la maison est redevenu hostile. Le fauteuil avec la couverture me semblait me narguer. Grand-mère. Ce mot aurait dû me remplir de joie. Au lieu de cela, il sonnait comme une nouvelle étiquette. Un nouveau rôle dans une pièce de théâtre où je n'avais pas le droit de monter sur scène. Je devais être une présence bienveillante en coulisses. Une idée. Pas une personne. 2 semaines ont passé. 2 semaines de silence radio complet. Puis, un soir, alors que je préparais un dîner simple, mon téléphone a sonné. Le nom, Elias, s'est affiché sur l'écran. Mon cœur a raté un battement. Une partie de moi, la partie mère qui ne meurt jamais vraiment, voulait répondre immédiatement. Mais une autre partie, plus neuve, plus dure, m'a fait attendre. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Allô? Ai-je dit. Ma voix plus neutre que je ne l'aurais cru possible. Maman. C'est moi. Il y avait une légère hésitation dans sa voix. Je sais. En arrière-plan, j'entendais le rire étouffé de Lorraine. Elle était là. Écoutant probablement. Peut-être même lui dictant ses mots. Comment vas-tu? A-t-il demandé. La question standard? Vide de sens. Je vais bien. Elias. Et toi? Bien? Bien. Très occupé. Une autre pause? Plus longue cette fois. Je n'ai rien dit pour la combler.
Je l'ai laissé se débrouiller avec son propre malaise. Écoute, a-t-il finalement repris. On se demandait. Avec le bébé qui arrive. Si tu voudrais peut-être faire quelque chose pour lui. Je suis restée silencieuse. Mon regard fixé sur les piles de tissus colorés sur ma table de cuisine. Un nouveau projet était en cours, une couverture de mémoire pour une femme de l'atelier dont la sœur venait de mourir. Chaque carré était découpé dans les robes et les chemisiers de la défunte. Un travail plein de sens. De respect. Un tour de lit. Peut-être. Ou une petite couverture pour le berceau. A-t-il continué? Sa voix devenant un peu plus assurée. Comme s'il récitait un texte. Lorraine pense que ce serait adorable. Très personnel. Tu vois. Sentimental. Sentimental. Le même mot qu'elle utilisait pour décrire ma couverture de mariage. Mais cette fois, c'était censé être un compliment. Mon travail était acceptable. Mais seulement quand il servait ses objectifs. Son esthétique. Son histoire. Je devais être l'artisane anonyme de leur bonheur familial parfait. J'ai pris un des carrés de tissu de mon projet en cours. Un coton fleuri. Doux et usé. Je l'ai serré dans ma main. Et j'ai su. Avec une clarté absolue. Ce que je devais dire. Ce n'était plus la vieille Marcelle qui parlait. La mère prête à tout pardonner. C'était la nouvelle. Celle qui connaissait sa propre valeur. Elias. Ai-je commencé? Ma voix calme mais ferme. Ne laissant place à aucune ambiguïté. Je ne couds plus pour les gens qui célèbrent mon absence. Le silence qui a suivi à l'autre bout du fil était total. Il n'était pas blessé ou en colère. Il était vide. C'était le silence de quelqu'un qui vient de se heurter à un mur là où il s'attendait à trouver une porte ouverte. Je comprends. A-t-il finalement balbutié. Il n'a pas essayé de discuter. Il n'a pas demandé d'explication. Il a simplement accepté ma décision. Peut-être même avec un certain soulagement. La conversation s'est terminée peu de temps après. Avec des adieux polis et distants. Quand j'ai raccroché, je ne me sentais ni triste ni triomphante. Je me sentais juste. Calme. J'avais tracé une ligne. Pour la première fois de ma vie. J'avais dit non. J'avais fait passer mon respect de moi-même avant son confort. Cette nuit-là, j'ai ressorti la vieille boîte en bois de ma commode. Pas celle qui contenait autrefois l'alliance de Jean, mais une autre. Plus grande. Remplie de documents importants. J'ai sorti les papiers de ma succession. Mon testament. Je l'avais rédigé des années auparavant. Nommant Elias comme mon unique héritier. J'ai passé des heures à tout relire. Ligne par ligne. Puis, avec un stylo à l'encre noire, j'ai biffé un nom et ajouté une note. Un codicille manuscrit en bas de la page. Précisant que la moitié de mes biens reviendrait à une association locale aidant les femmes artisans à démarrer leur entreprise. J'ai paraphé le changement. Daté et signé. Quand j'ai eu terminé, je me suis fait une deuxième tasse de café. Plus fort que d'habitude. Et je suis allé sur le porche. J'ai regardé le soleil se coucher derrière la clôture du jardin. Le ciel était teinté de rose et d'orange. C'était magnifique. J'ai eu l'impression de regarder le premier coucher de soleil de ma nouvelle vie. Le lendemain, j'ai commandé une nouvelle plaque pour ma boîte aux lettres sur Internet. Elle est arrivée quelques jours plus tard dans une fine enveloppe en carton. Les lettres étaient gravées avec élégance dans de l'acier brossé, M. Rowan. Je suis sortie avec un tournevis et j'ai dévissé l'ancienne plaque. Elle disait « Rowan » au pluriel. Un vestige d'une époque où je pensais que faire partie de quelque chose signifiait ne jamais être oublié.
La nouvelle plaque s'ajustait parfaitement. Pas de bruit. Pas de résistance. Juste un petit clic métallique. Le son d'une page qui se tourne. La même semaine où j'ai changé la plaque de ma boîte aux lettres, j'ai fait quelque chose d'encore plus audacieux. J'ai ouvert une petite boutique en ligne. L'idée m'était venue en discutant avec Hélène. Elle m'avait dit que mes créations étaient trop belles pour rester cachées dans ma maison. Tu as de l'or dans les doigts, Marcel. Le monde devrait le voir. Ces mots m'avaient donné le courage qui me manquait. La jeune fille de l'atelier de couture? Celle qui ne voulait pas faire de trucs pour TikTok? S'y connaissait en informatique. Elle s'appelait Chloé. Elle est venue un après-midi avec son ordinateur portable et, en quelques heures, elle m'a aidé à tout mettre en place. Le nom de la boutique était simple, Les Fils de Marcel. Chloé a pris de belles photos de mes couvertures, jouant avec la lumière naturelle de mon jardin. Elle a photographié la couverture que j'avais faite pour Elias et Lorraine, magnifiquement drapée sur mon fauteuil, la décrivant comme un patchwork de souvenirs en camailleux de bleu et de crème. Elle a aussi photographié la couverture de mémoire sur laquelle je travaillais, expliquant dans la description comment chaque morceau de tissu pouvait raconter une histoire. Les premières commandes ont été lentes à arriver. Une par-ci, une par-là. Mais chaque notification de vente sur mon téléphone était une petite victoire. C'étaient des inconnus. Des gens qui achetaient mon travail pour sa valeur intrinsèque. Pas par obligation familiale ou par pitié. Ils ne savaient rien de moi. Sinon que je m'appelais Marcel et que je cousais des histoires. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. La femme pour qui je faisais la couverture de mémoire a posté une photo de l'œuvre terminée sur ses réseaux sociaux, en écrivant un long message émouvant sur ce que cela représentait pour elle. Elle a mentionné ma boutique. En l'espace d'une nuit, ma petite page a reçu des centaines de visites. Les commandes ont afflué. Des gens de toute la France me contactaient pour transformer les vêtements de leurs proches disparus en quelque chose de tangible et de réconfortant. Je suis devenue, sans le vouloir, une tisseuse de deuil, une gardienne de souvenirs. Le travail m'a absorbée. Mes journées étaient remplies. Je me levais tôt. Je prenais ma marche. Puis je passais des heures dans mon atelier. Le ronronnement de ma machine à coudre comme seule compagnie. Le soir, je préparais les colis, écrivant une petite note manuscrite pour chaque client. Je me sentais utile. Je me sentais vivante. Un mois plus tard, un journaliste du journal local, un petit hebdomadaire qui couvrait la vie de notre canton, a contacté le centre communautaire. Il préparait un article sur les artisans locaux et Isabelle, la responsable de l'atelier, lui avait parlé de moi. Il m'a appelé et m'a demandé s'il pouvait venir me rencontrer. J'ai hésité. Puis j'ai accepté. Il est arrivé un mardi après-midi. Un jeune homme à l'air sympathique avec un calepin à la main. Il m'a posé des questions sur ma technique, sur ce qui m'inspirait. Je lui ai parlé de ma mère, de l'importance de la transmission, du pouvoir des objets à conserver la mémoire. Il était attentif, prenant des notes avec application. Vers la fin de l'interview, il a balayé la pièce du regard, voyant les photos de famille sur ma cheminée, des photos anciennes, d'Elias enfant, de Jean et moi jeunes mariés. Alors, vous êtes aussi mère de famille? A-t-il demandé. Comme une simple formalité. La question a suspendu le temps. L'ancienne Marcel aurait répondu avec fierté, se lançant dans une description de la brillante carrière de son fils. Mais l'ancienne Marcel n'existait plus. J'ai eu un petit sourire. Ni triste, ni amer. Juste un sourire. Je ne suis la mère de personne?
Ai-je répondu calmement. Je suis une créatrice. Il a levé les yeux de son calepin. Surpris. Il a noté ma phrase mot pour mot. Quand l'article a été publié la semaine suivante, cette phrase était en titre, Marcel Rowan, je ne suis la mère de personne. Je suis une créatrice. J'ai découpé l'article et je l'ai épinglé sur le mur de mon atelier, juste au-dessus de ma table de couture. Pas comme un trophée, mais comme un rappel. Un rappel de qui j'étais devenue. C'est peut-être cet article qui a provoqué sa visite. Ou peut-être était-ce simplement le temps qui passait. Un soir, alors que je terminais de dîner, j'ai entendu frapper à la porte. Pas la sonnette. Des coups nets. Hésitant. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et j'ai vu sa voiture garée dans la rue. Elias. Mon premier réflexe a été de ne pas bouger. De le laisser là. Sur le seuil. Je l'ai observé pendant une longue minute. Il avait l'air fatigué. Plus vieux. Il portait le poids de quelque chose. Pas seulement le travail. Je le sentais. Le poids du silence. Peut-être. Finalement. Avec un soupir. Je suis allée ouvrir. Pas par faiblesse. Mais par lucidité. Il fallait que cette conversation ait lieu. Maman. A-t-il dit. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je me suis écartée pour le laisser entrer. Tu peux entrer. Il est entré dans le salon. Un peu gauche. Comme s'il était dans la maison d'un étranger. Ses yeux ont scanné la pièce et se sont arrêtés sur la couverture. Toujours sur le fauteuil. Il a détourné le regard rapidement. Il n'a pas demandé de café. Il s'est assis sur le bord du canapé. Le dos droit. Les mains jointes entre ses genoux. Je voulais passer te voir. A-t-il commencé? La voix basse. Ça fait un moment. J'ai hoché la tête. Attendant la suite. Je ne l'ai pas aidé. Il a regardé l'article de journal épinglé au mur de l'atelier. Visible depuis le salon. Tu as été occupé. Je le suis. Oui. Il s'est raclé la gorge. Le moment de vérité approchait. Écoute. Lorraine. Lorraine voudrait arranger les choses. Elle se sent mal de la façon dont tout s'est passé. Je suis restée silencieuse. Mon visage impassible. Le mariage. A-t-il continué? Le regard fuyant. C'était écrasant. Il y avait tellement de pression. Des gens ont dit des choses qu'ils ne pensaient pas. J'ai observé ses mains. Elles se tordaient l'une l'autre. C'était un tic qu'il avait depuis l'enfance. Quand il s'apprêtait à avouer une bêtise. Comme avoir cassé un vase ou menti sur une mauvaise note. Elle pense qu'on devrait s'asseoir tous les trois. Discuter. Repartir à zéro. Il a levé les yeux vers moi. Plein d'un espoir presque enfantin. Il voulait que je dise oui. Que je facilite les choses. Que j'efface le passé d'un coup de baguette magique. J'ai laissé ces mots flotter dans le silence de la pièce pendant un long moment. Je ne me suis pas précipitée pour les adoucir. Pour le rassurer. Je l'ai laissé mariner dans l'inconfort qu'il avait lui-même créé. Puis, j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis des mois. Une question simple. Directe. Était-ce Lorraine qui trinquait à mon absence? Elias? Ou est-ce que tu as trinqué avec elle? Son visage s'est décomposé. Il a baissé les yeux. Incapable de soutenir mon regard. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais tu ne l'as pas arrêté? N'est-ce pas? Ai-je continué? Ma voix toujours aussi calme? Mais tranchante comme du verre. Il n'a rien dit. Son silence était un aveu.
C'était ça. La véritable blessure. Pas la cruauté de Lorraine, que je pouvais presque comprendre comme un acte de marquage territorial. Mais le silence d'Elias. Ce consentement passif. Cet accord tacite de ceux qui ont trop peur de risquer un moment de gêne pour défendre ceux qu'ils prétendent aimer. Je ne voulais pas faire de scène, a-t-il murmuré. La voix à peine audible. Mais tu les as laissés me faire une scène? Ai-je rétorqué. Tu les as laissés m'effacer. Me rayer de l'histoire. Et maintenant? Tu attends de moi que je revienne comme si de rien n'était? Que je reprenne ma place dans les coulisses? Il n'a pas argumenté. Il ne pouvait pas. Il s'est levé après un moment. Je vais te laisser y réfléchir. A-t-il dit. J'espère qu'on se parlera bientôt. Il s'est dirigé vers la porte. Je l'ai suivi. Avant qu'il ne parte. Il s'est retourné. Son visage empreint d'une tristesse sincère. Elle me manque. La mère que j'avais. A-t-il dit doucement. Elle me manque aussi. Parfois. Ai-je répondu. Mais elle devait partir pour que je puisse enfin exister. J'ai refermé la porte derrière lui. Sans la claquer. Et cette fois. Je n'ai pas pleuré. Je me suis sentie étrangement légère. Libérée. Je suis retournée à ma table de couture. J'ai allumé la petite lampe. J'ai enfilé un nouveau fil dans le chat de mon aiguille. J'avais encore du travail à faire. Après le départ d'Elias, la maison n'est pas retombée dans le silence pesant d'autrefois. C'était un silence différent. Un silence de résolution. J'avais enfin dit les mots qui étaient restés coincés dans ma gorge pendant des mois. J'avais présenté la facture de ma douleur. Et il n'avait pas pu la payer. C'était une triste conclusion. Mais c'était une conclusion. Je me suis plongée dans mon travail avec une énergie renouvelée. Les commandes pour « Les fils de Marcel » continuaient d'affluer, dépassant mes attentes les plus folles. Je devais maintenant organiser mon temps avec une discipline quasi militaire pour tenir les délais. J'ai transformé la chambre d'amis en un véritable atelier, avec des étagères pour les tissus et une grande table de coupe au centre. Ma maison, autrefois dédiée aux souvenirs d'une famille qui n'existait plus, devenait le centre d'une petite entreprise florissante. L'atelier de couture du mardi était devenu mon sanctuaire. Hélène, Chloé et les autres femmes n'étaient plus de simples connaissances. Elles étaient devenues mes amies. Ma communauté. Nous partagions plus que des techniques de couture. Nous partagions nos vies. Denise, une femme douce qui parlait rarement, a un jour apporté une valise remplie des robes de sa mère, récemment placée en maison de retraite à cause de la maladie d'Alzheimer. Elle pleurait en silence en touchant les tissus. Je ne veux pas qu'elle disparaisse complètement, a-t-elle murmuré. Ensemble, nous avons conçu une grande tenture murale, un kaléidoscope de sa vie. Des cotons fleuris de sa jeunesse aux soies élégantes de ses années plus mûres. Travailler sur ce projet, c'était comme penser une blessure collective. Quelques semaines après la visite d'Elias, une enveloppe cartonnée est arrivée par la poste. Épaisse, avec un liseré doré. L'écriture n'était pas celle d'Elias. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était celle de Lorraine, précise et anguleuse. Je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Une invitation. Probablement pour la fête prénatale. La baby shower. Je l'ai posée sur la table de l'entrée, juste à côté de l'enveloppe encore scellée du carton réponse du mariage. Elle formait une paire étrange. 2 tentatives de m'inclure, mais seulement selon leurs termes, à leurs conditions. La première avait été une convocation à mon propre effacement. Celle-ci, je le sentais,
était une convocation à jouer le rôle de la grand-mère repentante et bienveillante. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe ce jour-là. Ni le lendemain. Elle est restée là. Comme une question en suspens. Une partie de moi était curieuse. Une autre partie savait que la réponse n'avait pas d'importance. Ma décision était déjà prise. Non pas par colère, mais par cohérence. On ne peut pas effacer quelqu'un puis l'inviter à célébrer la vie qu'on construit sans lui. Le samedi où devait avoir lieu la fête, le temps était magnifique. Un de ces premiers jours d'automne où l'air est vif mais le soleil encore chaud. J'aurais pu passer la journée à me morfondre, à imaginer la fête, les cadeaux, les rires. Au lieu de cela, j'ai fait autre chose. J'ai appelé Hélène et Denise. Je leur ai proposé de venir passer l'après-midi chez moi, pour travailler ensemble sur la tenture murale de Denise et simplement profiter du beau temps. Elles sont arrivées vers 2h, les bras chargés. Hélène avait apporté une tarte aux pommes encore tiède, Denise une bouteille de cidre artisanal de la région. Nous nous sommes installés sur la terrasse, à l'arrière de la maison. Le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres qui commençaient à jaunir. Nous avons étalé les carrés de tissu sur la grande table de jardin. L'après-midi s'est écoulé paisiblement. Nous avons cousu. Nous avons parlé. Nous avons ri. Nous n'avons pas parlé de maris absents ou d'enfants ingrats. Nous avons parlé de nos projets. De la couleur parfaite pour la bordure de la tenture. D'un nouveau film que Chloé nous avait recommandé. Leur présence était simple. Sans attente. Personne ne me demandait d'être autre chose que Marcel. Au milieu de notre conversation, Denise, dont les doigts agiles assemblaient un carré de velours et un morceau de lin, a levé les yeux de son ouvrage. Est-ce qu'il te manque? Parfois, a-t-elle demandé doucement. La question était directe, mais pas intrusive. Hélène a cessé de coudre et m'a regardé avec une douce attention. Elle ne voulait pas de détails croustillants. Elle voulait savoir comment j'allais. Vraiment. J'ai pris mon temps pour répondre. J'ai pensé à Elias petit garçon. À la chaleur de sa main dans la mienne. J'ai pensé à la fierté que je ressentais en le voyant devenir un homme. La personne que je pensais qu'il était me manque. Ai-je finalement dit? Choisissant mes mots avec soin. La famille que je croyais avoir construite me manque. Mais les personnes qu'ils sont devenues aujourd'hui. Non. Je ne crois pas qu'elles me manquent. Je ne les reconnais plus. Denise a hoché la tête. Une lueur de compréhension dans ses yeux. Parfois. Le deuil ne concerne pas ceux qui sont morts, mais ceux qui ont changé. Nous sommes restés silencieux un instant. Un silence rempli d'une empathie profonde. Puis Hélène a levé son verre de cidre. À celle qui change aussi, a-t-elle dit avec un sourire. À nous. Nous avons trinqué. Le choc léger de nos verres était le son le plus doux que j'ai entendu depuis longtemps. À la fin de l'après-midi, nous avons pris une photo. Nous trois. Sur la terrasse. Avec la tenture à moitié terminée étalée devant nous. Nos visages fatigués mais heureux. Chloé nous avait appris à utiliser le retardateur du téléphone. Sur la photo, personne n'était coupé. Personne n'était en marge. Nous étions tout au centre. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise à ma table de travail pour trier de nouveaux carrés de tissu pour une nouvelle commande. Une femme voulait une couverture faite à partir des tabliers de sa grand-mère décédée, qui était boulangère. Chaque morceau de tissu portait encore une odeur fantôme de cannelle et de farine. J'ai pressé l'un des carrés contre mon visage un instant, respirant l'histoire qu'il contenait. En passant devant la porte d'entrée, mon regard s'est posé sur les deux enveloppes. Celle du mariage, scellée par le temps et le ruban adhésif.
Et celle de la fête prénatale? Encore vierge. Avec une décision soudaine? J'ai pris cette dernière. Je ne l'ai pas ouverte. Je suis allée dans la cuisine. J'ai ouvert le tiroir fourre-tout et je l'ai glissé à côté de sa jumelle. Je ne les jetais pas. Elles faisaient partie de mon histoire maintenant. Elles étaient les marqueurs du chemin parcouru. La preuve que j'avais été invitée. Et que j'avais choisi de ne pas venir. Je suis retournée à mon atelier. Dehors, la nuit tombait. J'ai allumé ma petite lampe, qui a projeté un cercle de lumière chaude sur mon plan de travail. J'ai choisi un fil. Une couleur qui s'harmonisait avec le coton à fleurs d'un vieux tablier. J'ai enfilé mon aiguille. Et j'ai commencé à coudre. Point par point. Un nouvel avenir. Un avenir que je bâtissais de mes propres mains. Avec mes propres fils. Le petit panneau en bois est arrivé la première semaine du printemps. Il avait été peint à la main par Chloé. La jeune artiste de l'atelier de couture. Comme un cadeau surprise. L'écriture était élégante. Un peu fantaisiste. Tracée en lettres bleues profondes sur un fond crème. Elle avait peint de minuscules fleurs des champs dans les coins. Le panneau disait simplement « Les fils de Marcel Artisanat Textile ». Je l'ai accroché à côté de ma porte d'entrée. Sous la lumière du porche. Là où tout le monde pouvait le voir en passant. Ce n'était pas un acte d'orgueil, mais une déclaration de fait. Ma maison n'était plus seulement un lieu de vie privée. C'était aussi un lieu de création. C'était la maison de M. Rowan, l'artisane. Ce panneau donnait une nouvelle identité au mur qui m'avait vu pleurer. Et il me la donnait à moi aussi. Les jacinthes ont fleuri tôt cette année-là. Emplissant l'air d'un parfum sucré qui promettait des jours meilleurs. Il y avait une douceur dans l'atmosphère. Une chaleur qui donnait envie d'oublier que l'hiver avait un jour été rude. Un samedi matin. Sur un coup de tête. J'ai décidé d'organiser une petite fête. Pas une grande réception avec des invitations formelles. Juste une matinée portes ouvertes. Dans mon jardin. J'ai préparé des madeleines au citron et une grande carafe de café. J'ai sorti une petite table et quelques chaises sur la terrasse. Je n'ai envoyé aucune invitation. J'ai simplement passé un coup de fil à Hélène et Denise. Et j'ai mis un petit mot sur le groupe de discussion de l'atelier de couture. Le soleil brille. Le café est chaud. Passez dire bonjour si le cœur vous en dit. Hélène est arrivée la première. Avec un thermos de café glacé, au cas où il ferait trop chaud. Denise a suivi. Amenant sa fille adolescente qui voulait me poser des questions sur la boutique en ligne. Chloé est passée avec son carnet de croquis. S'installant dans un coin du jardin pour dessiner les fleurs. Deux de mes voisines, intriguées par l'animation, ont traversé la rue avec leurs propres chaises pliantes et sont restées assez longtemps pour voir la lumière changer dans le ciel. Nous n'avons pas parlé des absents. Nous n'avons pas évoqué les blessures du passé. Nous avons parlé de projets, des livres que nous lisions, des différentes techniques pour teindre le tissu naturellement avec des peaux d'avocat. Personne n'interrompait personne. Personne ne jouait un rôle. C'était simple. C'était vrai. À un moment, une de mes voisines, Madame Leclerc, a regardé autour d'elle et m'a demandé, sans aucune mauvaise intention, où était ma famille. La question a flotté dans l'air un instant. Autrefois, elle m'aurait mise mal à l'aise, m'aurait obligée à inventer une excuse. Mais ce jour-là, j'ai simplement souri. Ils ne sont pas ici, ai-je répondu. Et pour la première fois, cette réponse ne sonnait pas creux. Elle ne sonnait pas comme une perte. Elle sonnait comme un fait. Comme de dire, le ciel est bleu, ou, le café est prêt. Ce soir-là, après le départ de tout le monde,
J'ai rangé lentement, savourant la douce fatigue de la journée. J'ai plié les chaises, lavé les tasses. Le petit panneau sur le porche était éclairé par la lumière du crépuscule. Ses lettres dorées brillant doucement dans l'obscurité naissante. À l'intérieur, en passant devant la table de l'entrée, mon regard s'est de nouveau posé sur le tiroir où dormaient les 2 enveloppes. Celle du mariage, avec son ruban adhésif qui avait légèrement jauni sur les bords. Et celle de la fête prénatale. Autrefois, je m'arrêtais toujours là, laissant mes doigts effleurer le papier comme si, par magie, il pouvait encore me dire quelque chose. Mais maintenant, je ne m'arrêtais plus. Je passais devant sans un regard. Elles étaient là, intactes. Non pas comme des blessures ouvertes, mais comme des archives. Des documents classés dans l'histoire de ma vie. Je n'attendais plus d'invitation de ceux qui n'avaient jamais eu l'intention de m'inclure réellement. Je n'avais plus besoin d'expliquer mon absence ni de justifier ma présence. Le panneau sur mon porche en disait assez. Mon nom était le mien. Et il était resté. Bien après que ceux qui auraient dû le chérir avaient cessé de l'utiliser. Je n'ai appris la naissance du bébé que 3 jours après. Par une publication de Patricia Dubois. Une photo d'un minuscule pied potelé. La légende annonçait l'arrivée de Léo. C'était un joli nom. J'ai regardé la photo pendant un long moment, sans ressentir la piqûre de douleur à laquelle je m'attendais. Je ressentais une sorte de tendresse distante, la même que l'on peut ressentir pour l'enfant d'un étranger. C'était mon petit-fils. Et pourtant, il ne l'était pas. Il appartenait à leur monde. Un monde dont j'avais été soigneusement exclu. Je n'ai pas cliqué sur « j'aime ». Je n'ai pas laissé de commentaires. J'ai simplement refermé la page. La vie a continué. Mon entreprise a grandi. J'ai dû engager Chloé à temps partiel pour gérer le site web et les réseaux sociaux. L'atelier du mardi est devenu si populaire qu'il a fallu ajouter une 2e session le jeudi. J'étais devenue une figure dans notre petite communauté. Les gens me saluaient dans la rue, m'appelant Marcel ou Madame Rowan. Plus personne ne me demandait des nouvelles de mon fils. Il me demandait des nouvelles de mes projets. Un jour, Hélène est venue me voir après le cours. L'air grave. J'ai croisé ton fils au supermarché, m'a-t-elle dit. Avec une certaine hésitation. J'ai continué à plier un morceau de tissu, sans lever les yeux. Ah oui. Il était avec le bébé. Il avait l'air épuisé. Complètement dépassé. Il m'a demandé comment tu allais. J'ai finalement levé les yeux vers elle. Et qu'as-tu répondu? Hélène a eu un petit sourire. Je lui ai dit que tu étais incroyablement occupée. Très heureuse. Et que tu étais devenue une sorte de célébrité locale. Je crois que ça l'a surpris. Cette conversation m'a fait réfléchir. Je l'imaginais. Elias. Seul dans l'allée d'un supermarché avec un bébé qui pleure. Découvrant par une quasi-inconnue que sa mère avait une vie. Une vie pleine et entière? Sans lui. La pensée ne m'a apporté aucune satisfaction vengeresse. Juste une sorte de mélancolie. Nous étions devenus des étrangers qui partageaient des souvenirs. Et puis, un après-midi pluvieux de novembre, près d'1 an après le mariage, on a de nouveau frappé à ma porte. Des coups secs. Urgents. Quand j'ai ouvert, c'était lui. Il tenait le petit Léo dans un porte-bébé contre sa poitrine. Le bébé dormait. Son petit visage rose plissé dans son sommeil. Elias avait des cernes sombres sous les yeux. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Maman, a-t-il dit. Sa voix brisée par l'épuisement. J'ai besoin d'aide. Je l'ai regardé.
debout sous la pluie fine qui commençait à tomber. Elias. Mon fils. L'architecte à la carrière brillante. L'homme qui avait souri pendant qu'on m'effaçait. Était là. Sur le seuil de ma porte. L'air d'un naufragé. Le petit être endormi contre sa poitrine respirait doucement, ignorant tout du drame silencieux qui se jouait autour de lui. Lorraine est partie. A-t-il lâché? Sans préambule. Pas définitivement. Juste. Pour quelques jours. Chez ses parents. Elle dit qu'elle n'en peut plus. Qu'elle a besoin de respirer. Sa voix était un mélange d'épuisement, d'incrédulité et de panique. Le petit n'arrête pas de pleurer depuis 2 jours. Je n'ai pas dormi. Je ne sais plus quoi faire. Mon premier instinct, cet instinct maternel profondément ancré, a été de le prendre dans mes bras, de lui dire que tout irait bien, de le faire entrer et de lui préparer un café chaud. Mais je suis restée immobile. J'ai regardé au-delà de lui, vers le petit panneau en bois accroché à côté de ma porte. Les fils de Marcel. Ce n'était pas seulement le nom de ma boutique. C'était le nom de ma nouvelle vie. Et que veux-tu que je fasse? Elias? Ai-je demandé? Ma voix douce mais sans la chaleur d'autrefois. Ce n'était pas une question rhétorique. Je voulais vraiment savoir ce qu'il attendait de moi. Il a semblé déconcerté par ma question. Je ne sais pas. Que tu m'aides. Que tu le prennes juste 1 heure ou 2. Pour que je puisse dormir. Tu es sa grand-mère. Ce mot. Grand-mère. Il l'a utilisé comme un titre. Comme un devoir. Un rôle que je devais endosser maintenant qu'ils avaient besoin de moi. J'ai soupiré. Un long soupir qui venait du plus profond de mon être. J'ai du travail. Elias. J'ai des délais à respecter. Des clients qui comptent sur moi. La surprise sur son visage était totale. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à ce que je laisse tout tomber. Comme je l'avais toujours fait. Mais. C'est ton petit-fils. A-t-il répété. Comme si c'était un argument irréfutable. Il est aussi ton fils. Ai-je répondu? Et cette fois. Il y avait une pointe de fermeté dans ma voix. Tu apprendras. Comme j'ai appris. Seul. Les mots étaient durs. Je le savais. Et une partie de moi se sentait coupable de les prononcer. Mais la Marcel qui se tenait devant lui n'était plus celle qui sacrifiait ses propres besoins sur l'autel du bonheur des autres. Elle avait appris que l'amour sans respect de soi n'est pas de l'amour, mais une forme lente d'autodestruction. Cependant, en regardant le visage minuscule et innocent de Léo, je n'ai pas pu être complètement inflexible. J'ai vu en lui non pas le fils de Lorraine ou le petit-fils d'Elias, mais simplement un enfant. Écoute. Ai-je dit, adoucissant un peu mon ton. Je ne peux pas le garder. Ce n'est pas mon rôle. Mais je peux te faire un café. Et je peux te montrer comment le calmer avec un linge bien serré. Comme je le faisais avec toi. Tu peux rester 1 heure. Pas plus. Il a hoché la tête. Reconnaissant. Il est entré. L'atmosphère dans la maison était un peu tendue. Je lui ai montré comment emmailloter le bébé. Un geste que mes mains connaissaient par cœur. Le petit Léo, se sentant en sécurité, a soupiré dans son sommeil. Elias m'a regardé faire avec une sorte d'émerveillement. Comme s'il découvrait un secret ancestral. Il a bu son café en silence. Assis sur le bord du canapé. Pendant que je retournais à mon atelier. Je ne l'ai pas laissé seul. Mais je n'ai pas arrêté mon travail pour lui. Il m'a observé. Le va-et-vient de mon aiguille. La concentration sur mon visage. Il voyait.
Peut-être pour la première fois. Non pas sa mère, mais Marcel Rowan, l'artisane. Au bout d'une heure, il s'est levé. Je devrais y aller? A-t-il dit. Merci. Pour le café. Et pour le reste. En se dirigeant vers la porte, il s'est arrêté devant la couverture sur mon fauteuil. Sa couverture. Celle du mariage. Il a tendu la main. A touché le carré de velours côtelé marron. Je me souviens de ce pantalon? A-t-il murmuré. Moi aussi. Ai-je simplement répondu. Il y a eu un long silence. Il ne s'est pas excusé. Pas avec des mots. Mais son regard, quand il s'est tourné vers moi, était rempli d'un regret si profond qu'il était plus éloquent que n'importe quelle parole. Il comprenait. Enfin. Il comprenait tout ce qu'il avait perdu. Pas seulement une baby-sitter de secours, mais un monde entier de souvenirs qu'il avait laissé recadrer et effacer. Il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner sous la pluie, tenant son fils un peu plus fermement contre lui. J'ai refermé la porte. Je ne me sentais ni victorieuse ni triste. Je me sentais en paix. J'avais trouvé le juste milieu entre l'amour et le respect de moi-même. J'avais offert de l'aide, mais je n'avais pas offert de sacrifice. Je suis retournée à ma table de couture. La lumière de ma lampe créait un cercle chaleureux dans la pièce devenue sombre. Dehors, la pluie tombait. Mon téléphone a vibré sur la table. C'était une notification de ma boutique en ligne. Une nouvelle commande. Une nouvelle histoire à coudre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un petit colis par la poste. Sans mot de l'expéditeur. À l'intérieur, il y avait une seule chose, une photo. Une photo d'Elias, tenant Léo dans ses bras. Ils étaient dans mon jardin, devant mes parterres de jacinthe. Elias ne souriait pas à l'appareil. Il regardait son fils avec une expression de tendresse et de fragilité que je ne lui avais pas vue depuis qu'il était enfant. Au dos de la photo, il y avait quelques mots. Écrits de sa main, pour ton mur. Si tu as de la place. J'ai tenu la photo un long moment. Puis, je me suis levée. Je suis allée dans mon atelier et j'ai regardé le mur au-dessus de ma table de couture. Il était couvert de patrons, de croquis, de l'article de journal. Il n'y avait pas beaucoup de place. Mais j'en ai trouvé un peu. Un petit espace. Juste là. Entre un échantillon de tissu et une citation que j'aimais bien. Ce n'était pas un retour en arrière. Ce n'était pas un pardon facile. C'était juste une nouvelle pièce dans mon patchwork. Une pièce qui ne définissait pas l'ensemble de l'œuvre, mais qui y avait sa place. Une petite place. Mon téléphone a sonné. C'était Hélène. Alors, prête pour l'atelier de demain? J'ai trouvé un nouveau point de broderie que je veux te montrer. J'ai souri. J'arrive. Ai-je dit. Je suis prête. Et je l'étais. Pour tout ce qui allait suivre.